On évoque toujours cette crise politique dans laquelle le pays est en train de plonger. Écoutons Jordan Bardella, il était il y a quelques instants aux universités d'été du MEDEF. Il en appelle, comme depuis le début de la semaine, à un retour aux urnes, c'est-à-dire une dissolution et éventuellement le départ d'Emmanuel Macron. Si nous on était en vacances cet été, il devait faire la sieste alors, parce que nous lui avons envoyé par l'intermédiaire de Marine Le Pen, qui est notre présidente de groupe à l'Assemblée, un courrier à la fin du mois de juillet avec l'intégralité des propositions que nous souhaitions formuler et voir mettre en œuvre dans le budget pour faire des pistes d'économie dans la gabegie et dans les mauvaises dépenses publiques. Le Premier ministre n'a pas répondu. Il n'y a pas au Père Noël. Et à moins d'un miracle, rien évidemment ne fera changer d'avis les millions de Français qui aujourd'hui n'ont plus confiance dans cette politique. Il faut un changement de politique aujourd'hui dans le pays. Et moi je l'ai dit, face à l'impasse démocratique dans laquelle nous sommes aujourd'hui et par le besoin de stabilité qu'il y a à la fois dans le pays, à la fois pour la cohésion nationale, mais aussi pour nos chefs d'entreprise, je ne vois aucune autre solution qu'un retour aux urnes, soit par la dissolution de l'Assemblée nationale dès le vote du 8 septembre, soit par la démission du président de la République, ce qui entraîne évidemment une nouvelle campagne et évidemment de nouvelles élections législatives. Voilà pour Jordan Bardella, Gauthier Lebret. Alors, François Bayrou a réussi quand même l'exploit hier aux 20h de se fâcher avec son électorat, donc oui, les retraités, et ensuite de se fâcher avec les oppositions auxquelles il réclame un vote de confiance en expliquant qu'ils étaient tous en vacances pendant que lui, il était à la tâche. Bon, il sait que tout est perdu, de toute façon, c'est lui qui décide de sa sortie, donc en fait, il n'a plus rien à perdre sur le RN. Le RN, et je le disais déjà hier, si le RN veut vraiment une nouvelle dissolution et veut l'imposer à Emmanuel Macron, ils en ont le pouvoir. Si Marine Le Pen censure automatiquement tout nouveau Premier ministre et n'attend pas 8 mois pour Bayrou, enfin avec le vote de confiance, ou 2 mois pour Michel Barnier sur le budget, Emmanuel Macron est obligé de dissoudre, puisque tous les Premiers ministres tomberaient comme des mouches si elle vote avec LFI la censure. Donc en fait, le pouvoir de dissolution, c'est pas tant Emmanuel Macron qui l'a dans ses mains, c'est Marine Le Pen. Si elle censure Sébastien Lecornu automatiquement, Catherine Vautrin ou quelqu'un d'autre, c'est terminé et Emmanuel Macron est forcé de retourner à des législatives. Est-ce que Emmanuel Macron pourrait nommer Jordan Bardella à Matignon ? Là, ça dépend s'il y a une majorité absolue ou pas. Non, mais là, en l'état des choses. Bah non, ça sert à rien. Sans repasser par l'élection. Bah ça sert à rien. Sans repasser par l'élection. Bah ça sert à rien. Ah, pourquoi il le fait non. Mais Jordan Bardella n'irait pas. Pour que les... Oui. Mais ça sert à rien, il est censuré tout de suite, bien sûr. Donc, on peut faire 15 jours, mais c'est pour se faire plaisir. J'aurais bien aimé être écouter derrière la porte dans la rencontre entre le Premier ministre et le président à Brégançon. Parce que quand même, François Bayrou lui a vendu avec certitude que c'était un bon coup d'expliquer aux gens, regardez quelle est la situation et si vous êtes responsable, vous êtes bien obligé d'être responsable, hein, sinon vote de confiance. Parce que quand il y a une assemblée en tripartite, la confiance, ça veut dire que c'est quand il y a une majorité, une opposition, mais au moins une majorité. La confiance, c'est une majorité possible. Tandis que là, lorsque le locutaire n'est pas si faible politiquement, c'est pas la confiance, c'est une adhésion à un constat. Bon, donc il lui a dit, mais... Donc, je ne sais pas si le président lui a dit, mais est-ce que vous avez fait des tests ? Est-ce que vous avez assuré vos arrières ? Il ne lui a pas demandé. De même que lui avait dissous sans voir sans avoir fait de sondage. D'ailleurs, le Cornu lui avait dit, mais vous avez fait des sondages pour dissoudre ? Eh bien non, il n'en avait pas fait. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, s'il ne l'a pas fait, s'il s'est préparé comme ça, eh bien, c'est qu'il est en train d'organiser sa sortie. Parce que François Bayrou est en train d'écrire sa biographie. Vous savez, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps et qui parle de lui avec respect, avec dévotion, et qui pense qu'il est... Et que franchement, c'est quelqu'un qui a un avenir et même qu'il est prédestiné. En tous les cas, c'est le seul Premier ministre, non, c'est pas le seul, qui a forcé le président à le choisir. C'était le cas de Villepin avec Chirac, mais là... De la façon dont il l'a fait avec le président, on peut dire que c'était la deuxième fois qu'il giflait un plus jeune, quoi. Donc, il est devenu Premier ministre, et là... les punchlines de Catherine. Oui, et là, il décide de s'en aller. Mais il décide de s'en aller pour... Il décide d'entrer et de sortir. Partir comme Churchill, c'est-à-dire, après avoir averti les Français, et puis après, bien sûr, avec l'idée que 2027, et qu'on le prendra pour Churchill, enfin, tous les grands, il est à la fois Churchill et Mendes dans sa tête, sauf qu'il oublie que Mendes, c'est un des plus grands ratages politique, même s'il a été un mythe, c'est-à-dire qu'il a fait 7 mois
et 18 jours à Matignon. Lui, il fait un peu plus, un mois de plus. Mais voilà, c'est un peu court. Un peu court. Gauthier Lebret, je vous ai vu beaucoup réagir pendant les punchlines de Catherine Ney. Je pense qu'il a tordu totalement le bras à Emmanuel Macron pour sa sortie comme pour son entrée à Matignon. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, il est évidemment fin politique. Il a compris que c'était allé au casse-pipe et que l'étau allait se resserrer sur lui, puisque aussitôt François Bayrou sera Premier ministre démissionnaire. La pression montera sur l'Élysée. Ça a déjà commencé. La musique de la démission. Le 10 septembre, que ce soit un échec ou une réussite pour la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, c'est évidemment vers l'Élysée que les projecteurs seront braqués. Donc il a tordu le bras à Emmanuel Macron, lui demandant de convoquer les députés 3 semaines avant en session extraordinaire pour qu'il puisse faire un discours de politique générale et enclencher le vote de confiance. Donc il aura choisi son entrée et choisi sa sortie. Et ça montre à quel point on a un président de la République faible politiquement, terriblement faible depuis cette dissolution. C'est-à-dire qu'il ne choisit plus son Premier ministre et il ne choisit pas la manière dont ça s'arrête. Donc c'est formidable. C'est pas lui qui nomme et qui remplace, c'est à lui qu'on fait nommer et qu'on fait remplacer. Et c'est peut-être à lui qu'on va faire dissoudre si Marine Le Pen met en place son plan que je vous disais. Non, il n'y aura pas de démission. Macron, il l'a dit dans le JT News. Oui, mais il dit beaucoup de choses et il fait le contraire. Là, il le dit et je pense qu'il là, il l'a dit au JT News et c'est crédible. Vous avez raison. Ah, s'il l'a dit au JT News. Mais là, de fait, il pousse le président vers le bord de la balustrade. Ah, mais c'est clair. C'est clair. Guillaume Perrault, rapidement. Vous savez, s'il y a une nouvelle dissolution, il y a de fortes chances que la nouvelle Assemblée ressemble fort à l'Assemblée actuelle. Donc, je vois pas. Sauf si le Front républicain ne marche pas. Alors, oui, ça résout rien. Est-ce que vous pensez que dans l'entre-deux-tours, Gabriel Attal, les macronistes, Gabriel Attal, vont s'abstenir d'appeler à voter pour Jean-Luc Mélenchon contre le... Alors, c'est parce que le mystère du deuxième tour. Vous avez raison. Mais de son côté, on voit que Jean-Luc Mélenchon pousse les feux aussi au maximum. Il s'en est pris carrément, là, lors de ces universités d'été, au préfet. Ah oui. Là, il a carrément dit il faut que les préfets obéissent à la loi, sinon on les met en prison. Écoutez ce qu'il a dit, parce qu'on voit que les curseurs sont poussés à fond de plus en plus du côté de la France insoumise. Je dis à monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, qui lui aussi est un préfet, qu'il n'est pas en son pouvoir, pour la honte de notre pays, qu'il interpelle Madame Rima Hassan, députée du peuple français. Du peuple français. Si M. Retailleau était autre chose que ce qu'on appelle dans mon Jura d'adoption un va de la gueule, eh bien, il dirait à son directeur de cabinet, mon cher, fais tes valises parce que tu viens de déchoir de tes fonctions. Aucun préfet n'a le pouvoir d'interpeller la nationalité d'une élue du peuple. Vichy, c'est fini. Vous avez perdu. Vous ne recommencerez pas. Nous vous mettrons en prison avant que vous nous y mettiez. C'est hallucinant que ça passe comme ça. Enfin, hallucinant. Ça passe, c'est qu'il a applaudi. Oui, donc, il compare les préfets qui servent aujourd'hui la France à la France du maréchal Pétain et de Vichy. Nous vous mettrons en prison. Donc ça dit à quel point Jean-Luc Mélenchon a le goût de la démocratie. D'ailleurs, à la fin du livre La Meute, les journalistes qui ont écrit ce livre, et on le savait, mais ils le mettent au moins sur le papier, révèlent que le plan de Jean-Luc Mélenchon, c'est bien un second tour avec Marine Le Pen, qu'elle gagne, et la phrase qu'il rapporte, c'est « elle aura peut-être l'Élysée, mais moi j'ai la rue ». Donc on sait ce que ça veut dire. Après, évidemment, c'est déchaîner un maximum de mobilisation avec l'avant-goût du 10, mais bon, qui vraisemblablement ne s'annonce pas être une grande réussite. Ils contrôlent les banlieues, donc évidemment, et on l'a vu quand ils ont tenté de récupérer les émeutiers après la mort du jeune Naël. Donc c'est l'insurrection, c'est le chaos, parce que pour lui, le fascisme. Voilà, pour lui, exactement. C'est ça. Il aura de quoi mobiliser. Il aura de quoi mobiliser la victoire de Marine Le Pen. Et pour lui, sa théorie, c'est que sa seule chance d'arriver au pouvoir, c'est après la victoire de Marine Le Pen, dans le chaos généralisé. Et Éric Nolot, là, ce sont les tribunaux populaires qui nous annoncent. On vous mettra en prison, dit-il au préfet, qui n'obéira pas. Non, mais il faut bien se mettre en tête que comme 2027 sera le dernier tour de piste, il n'y aura littéralement aucune limite
dans les outrances verbales. Je pense que même nous regarderons dans quelques mois cette séquence comme un exemple de modération mélenchonienne, parce que là, ça va être le lâcher-tout. Et en effet, ça ressemble de plus en plus au comportement et au discours de ces idoles. Ce sont des gens qui sont fascinés par les révolutionnaires, par la violence verbale, par la violence tout court. Et d'ailleurs, ça ne les intéresse pas tellement le reste. Ils veulent le vent de l'histoire, ils veulent les têtes qui tombent, ils veulent le sang qui coule. Et ça marche, cette démagogie marche. Le public qui entend des choses quand même incroyables acclame et trouve que c'est formidable. Ils ne savent pas trop de quoi ils parlent en réalité, mais le souffle, le verbe, le fait que ça y est, nous on est dans l'histoire, puis vous allez voir ce que vous allez voir, ça suffit à emporter l'adhésion. Je trouve que ce personnage, enfin je vais même consacrer un pamphlet, il était déjà inquiétant, mais là il a encore franchi quelques caps dans l'inquiétude. Catherine Ney et Guillaume Perrault. Prise de la Bastille en rêve toutes les nuits avant de nous annoncer, il nous annonce déjà la terreur. Mais il est vrai aussi que la Révolution est née quand même d'une crise à la fois qui était financière, sociale, politique, climatique, avec les gens qui avaient des mauvaises récoltes, des gens qui n'avaient pas de quoi manger. Et voilà, donc alors on dit la première fois comme tragédie, la deuxième fois comme farce. On aimerait bien que... Voilà, mais ça fait peur quand même. Ça fait peur, Guillaume Perrault. Oui, il y a ces grands précédents historiques auxquels Mélenchon rêve de s'égaler. Mais au quotidien, là, ce qu'on vient d'entendre, c'est un discours finalement assez classique d'extrême gauche, la plus dure. C'est-à-dire, qui consiste à dire l'État est fasciste. L'État qui en fait applique les lois sous prétexte d'appliquer la loi nous persécute. Mais notre violence à nous est légitime, puisque nous sommes en légitime défense face à un État fasciste qui nous attaque. C'est ça ce qu'il dit. Puisqu'en fait, le début de cet échange verbal, c'est que Retailleau a donné des instructions au préfet de porter plainte pour diffamation. Chaque fois qu'un député LFI dit la France tue, la police tue. La police tue. C'est ça le début de cette polémique. Donc tout cet échange vise à assimiler Retailleau à Vichy. C'est vraiment l'amalgame grossier, le plus élémentaire, mais éculé, qu'on entend depuis 50 ans, mais qui marche auprès de sa base, d'une certaine clientèle. Après, vous mobilisez une espèce d'imaginaire révolutionnaire un peu confus, un peu pauvre, mais qui peut émouvoir. Et bon, ça peut monter. Au moins, il y a une incarnation. C'est quand même ce qui manque au Parti socialiste. C'est-à-dire que le Parti socialiste n'est pas du tout incarné. Et il n'y a personne qui peut se mettre à une tribune et avoir quelques applaudissements. Ou alors, ce seront des applaudissements de circonstance et de politesse. Donc, c'est vraiment ce qui manque au Parti socialiste s'il voulait faire un petit peu quelque chose. Au moins, Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai que c'est un excellent orateur et qu'il rameute les foules qui ne comprennent... La foule ne comprend pas forcément ce qu'il raconte. Non, et Gauthier Lebret, vous avez raison. Depuis que vous avez croisé la route de François Ruffin, vous avez complètement vrillé. Mais pas du tout. Non, mais c'est une réalité. Mais il installe le duel avec Marine Le Pen. Bien sûr, mais il en rêve. C'est le seul duel auquel il rêve. Lui aussi, à mon avis, il doit faire quelques prières, bien qu'il ne soit pas très croyant, pour que Marine Le Pen ne soit pas empêchée d'être candidate à l'élection présidentielle avec cette fameuse exécution provisoire. Mais bien sûr, il rêve. Alors si c'est pas Marine Le Pen, ce sera Jordan Bardella, mais il rêve de son duel avec le Rassemblement national pour perdre, sans doute, et ensuite pour déchaîner la rue et pour être le roi du chaos. En fait, il veut pas de mandat, c'est ça qui est... Il veut pas de mandat. Il veut pas de... Là, il n'a pas de mandat. La 6e République, c'est une constituante. Oui, mais je veux dire, il ne va pas à l'élection pour gagner. Non, il a quitté Marseille parce qu'il a dit que ça le fatiguait de faire ses allées et venues entre Paris et Marseille. Oui. Il a dit qu'il n'aimait pas le train. Il n'aimait pas le train, il n'aimait pas d'eau. Enfin, mais là, c'est pour chauffer les salles, pour faire il est là, les gens dans la rue, les black blocs, tout casser là. Et on peut rester chez soi en faisant ça. Guillaume, un dernier mot avant le flash. Au début, on a pu être sensible au début d'un certain lyrisme de tribune qui n'est pas désagréable à entendre. Il y a 10 ans, quand il commençait ou 15 ans à émerger. Mais là, vraiment, le sénateur, je ne reconnais plus le sénateur de l'Essonne avec qui j'avais des discussions épisodiques intéressantes au Sénat quand il était un notable. Ça, c'était avant. Il était déjà adressé sur le même ton à des policiers sur le plateau de Cyril Hanouna. Il était vraiment sorti de ses gonds. Vous allez obéir. Il parle de la même chose au préfet. Oui, c'est ça. Écoutez, franchement, s'il arrivait au pouvoir, je peux vous dire que l'exercice du pouvoir, ce serait quelque chose d'intéressant à observer. C'est compliqué. D'intéressant, mais de funeste. Mais le début, pardon, excusez-moi, le début, c'est qu'il ne supporte pas que Retailleau lui tienne tête.
Le début de ça, C'est ça, c'est qu'il ouais, a ouais, l'habitude de oui. donner des coups, il n'en a, je veux dire politiquement, il n'a pas l'habitude de recevoir. Ok. Et là, il a un ministre de l'Intérieur qui lui tient tête. Et sur le débat face aux policiers auquel faisait référence Éric Nolot, je me souviens, après, beaucoup d'éditorialistes ont dit Mélenchon, il est terminé, cette haine ne marchera jamais. Et au contraire, ça engrange des voix. Ça engrange des voix. Donc, faut jamais dire Mélenchon est fini, c'est terminé. Je rappelle que le NFP est arrivé en tête aux dernières législatives. Donc, faut pas l'enterrer trop vite. Le leader insoumis, c'est un pur calcul politique. S'il dit exactement l'inverse de ce qu'il disait face à Éric Nolot, justement, dont on n'est pas couché sur la question du voile et la question de l'islamisme, c'est pas pour rien.